Gouvernement de l'Alhambra. L'Alhambra est une ancienne forteresse ou château fortifié des rois morts de Grenade. C'est là qu'ils régnaient sur leur glorieux paradis terrestre. C'est là qu'ils s'accrochèrent en dernier lieu pour sauver leur pouvoir en Espagne. Le palais lui-même n'occupe qu'une partie de la forteresse, dont les murs, garnis de tours, couronnent de façon irrégulière tout le sommet d'une haute colline qui domine toute la ville et se rattache à la Sierra Nevada, la montagne neigeuse. Du temps des morts, la forteresse pouvait contenir dans son enceinte une armée de 40 000 hommes et servait aux souverains, le cas échéant, de bastion contre leurs sujets révoltés. Lorsque le royaume eut passé aux mains des chrétiens, l'Alhambra continua d'être une résidence royale et fut habitée de temps en temps par les rois catholiques. L'empereur Charles Quint commença à construire un somptueux palais à l'intérieur de ses murs, mais de nombreux tremblements de terre, annotation 7, la véritable raison de cette interruption fut une révolte des morts qui, en échange de certains privilèges, étaient soumis à des redevances de 80 000 ducats par an consacrés à cet édifice, fin de la notation, l'empêchèrent de l'achever. Ces derniers hôtes royaux furent Philippe V et sa belle épouse, la reine Élisabeth de Parme, au début du XVIIIe siècle. De grands préparatifs furent faits pour les recevoir. Le palais et les jardins furent restaurés et l'on bâtit une nouvelle série d'appartements que décorèrent des artistes venus spécialement d'Italie. Mais le séjour des souverains fut de courte durée et leur départ laissa une fois de plus le palais désert. Pourtant, il conserva un certain apparat militaire. Le gouverneur le tenait directement de la couronne. Sa juridiction s'étendait jusqu'au faubourg de la ville et restait indépendante de celle du capitaine général de Grenade. Une garnison considérable y était maintenue. Le gouverneur avait ses appartements en face du vieux palais mauresque et ne descendait jamais à Grenade sans une escorte. La forteresse, en fait, constituait en soi une petite ville avec des rues, un couvent franciscain et une église paroissiale. Cependant, le départ de la cour avait porté un coup fatal à l'Alhambra. Ces salles splendides furent abandonnées. Certaines d'entre elles tombèrent en ruine. Les jardins se dégradèrent et les fontaines cessèrent de jouer. Peu à peu, la résidence s'emplit d'individus sans foi ni loi. Contrabandistas qui profitaient de l'indépendance juridique du palais pour mener à une large échelle leur trafic, bandits et voleurs de tout poil qui faisaient de la forteresse un refuge d'où ils pouvaient impunément aller piller Grenade et ses environs, le bras puissant du gouvernement intervint enfin, tout le monde fut passé au crible et on ne toléra à l'Alhambra que les personnes de réputation honorable qui eurent légalement le droit d'y résider. La plupart des maisons furent démolies à l'exception d'un petit hameau de l'église paroissiale et du couvent franciscain. Durant les troubles récents d'Espagne, lorsque Grenade tomba aux mains des Français, l'Alhambra fut occupée par leurs troupes et le palais fut habité un certain temps par le commandant français. Avec ce goût si délicat qui a toujours caractérisé la nation française dans ses conquêtes, ce monument de l'élégance et de la grandeur des morts fut sauvé de la ruine et du délabrement complet auquel il semblait voué. Les toits furent réparés, les salons et les galeries protégés des intempéries, les jardins cultivés, les conduites d'eau remises en état et les fontaines appelées de nouveau à lancer leurs jets étincelants. L'Espagne peut donc remercier ses envahisseurs de lui avoir conservé le plus beau et le plus intéressant de ses monuments historiques. En partant, les Français firent sauter plusieurs tours de la muraille extérieure et laissèrent les fortifications pour ainsi dire indéfendables. Dès lors, l'importance militaire de ce poste est nulle. La garnison n'est plus constituée que par une poignée d'invalides, dont la principale fonction est de garder quelques tours extérieures, qui servent parfois de prison d'État. Et le gouverneur, qui a abandonné la colline de l'Alhambra, réside maintenant au centre de Grenade pour y accomplir plus commodément sa tâche officielle. Je ne puis achever ce rapide exposé de l'état de la forteresse sans rendre hommage aux louables efforts de son commandant actuel, Don Francisco de Serna, qui consacre toutes les maigres ressources dont il peut disposer à la restauration du palais. Grâce à ces judicieuses précautions, la menace d'une ruine trop certaine a pu être écartée pour un temps. Si ses prédécesseurs s'étaient acquittés de leurs devoirs avec le même dévouement, l'Alhambra apparaîtrait encore dans sa beauté primitive. Que le gouvernement lui accorde un appui égal à son zèle, et cet édifice subsistera pour la gloire de l'Espagne et le plaisir de maintes générations de curieux et d'amoureux du beau, venus de tous les coins du monde. L'intérieur de l'Alhambra. L'Alhambra a été si souvent et si minutieusement décrit par les voyageurs qu'une simple esquisse suffira, je pense, à rafraîchir la mémoire de mon lecteur. Je lui donnerai donc une brève relation de la visite que nous y fîmes dans la matinée qui suivit notre arrivée à Grenade. Au sortir de notre posada de la Espada, nous traversâmes la fameuse place de Bibarambla où se déroulaient autrefois les joutes et les tournois des morts. Aujourd'hui s'y tient un marché. De là, nous prîmes le Zacatin, la rue principale de ce qui, du temps des morts, était le grand bazar.
Ses échoppes et ses ruelles en ont conservé un cachet oriental. Puis, après avoir traversé une grande place en face du palais du capitaine général, nous montâmes par une venelle tortueuse dont le nom nous rappela l'époque chevaleresque de Grenade. Elle s'appelle la Calle, ou rue de Gomérès, du nom d'une célèbre famille mauresque citée dans les chroniques et les romances. Cette venelle nous fit déboucher sur une porte massive construite dans le style grec par Charles Quint et par où l'on entre dans le domaine de l'Alhambra. Annotation. La Puerta de las Granadas, arc triomphal construit au XVIe siècle, dont le couronnement porte les armes de Charles Quint et 3 grenades ouvertes. Fin d'annotation. À quelques pas de là, 2 ou 3 vétérans loqueteux somnolaient sur un banc de pierre. C'étaient là les successeurs des aigris et des abencerrages. Un individu long et maigre, dont la cape couleur rouille était manifestement destinée à dissimuler l'état de ses vêtements, flânait au soleil et bavardait dans une vieille sentinelle qui montait la garde. Comme nous franchissions la porte, il vint nous proposer de nous montrer la forteresse. Je me méfie, comme tous les voyageurs, des cicérones officieux, et d'autre part, l'accoutrement du solliciteur ne me plaisait guère. Vous connaissez bien cet endroit, je présume? Nigundo mas, pues, señor, soy hijo de la Alhambra. Mieux que personne, monsieur, je suis fils de l'Alhambra. Les gens du peuple en Espagne ont une manière si poétique de s'exprimer. Fils de l'Alhambra, ce terme me conquit d'emblée. Les guenilles même de ma nouvelle connaissance en prirent une espèce de dignité à mes yeux. Elles étaient l'emblème des vicissitudes de ces lieux et convenaient au rejeton d'une ruine. Je lui posai quelques questions et découvris que son titre n'était pas usurpé. Sa famille avait vécu dans la forteresse de génération en génération depuis le temps de la conquête. Il s'appelait Mateo Jiménez. Alors, vous êtes peut-être, lui dis-je, le descendant du célèbre cardinal Jiménez? Dios sabe, Dieu le sait, Seigneur. C'est bien possible. Nous sommes la plus vieille famille de l'Alhambra. Cristianos viejos, des chrétiens pur sang, sans tache de mort ou de juif. Je sais que nous appartenons à une grande famille, mais j'ai oublié laquelle. Mon père sait tout. Mon père sait tout ça. Il a des armoiries pendues à sa maisonnette là-haut dans la forteresse. Il n'y a pas un Espagnol, si pauvre soit-il, qui ne revendique une noble origine. Le premier titre de cet illustre déguenillé avait suffi pour me captiver. J'acceptai donc volontiers les services du fils de l'Alhambra. Nous nous trouvions alors dans une vallée profonde et resserrée, peuplée d'arbres magnifiques avec une avenue montante et divers sentiers capricieux, des bancs de pierre et des fontaines. À notre gauche, nous pouvions voir les tours de l'Alhambra qui nous surplombaient. À notre droite, sur l'autre versant de la vallée, nous étions également dominés par des tours rivales posées sur une éminence rocheuse. C'étaient, nous dit-on, les Torres Bermejas, ou tours vermeilles, ainsi appelées d'après leur couleur rougeâtre. Elles sont d'une date bien antérieure à l'Alhambra. Personne n'en connaît l'origine. D'aucuns supposent qu'elles ont été construites par les Romains, d'autres par une colonie nomade de Phéniciens. Parvenus au haut de cette avenue ombragée, nous arrivâmes au pied d'une énorme tour carrée, formant une sorte de barbacane, par laquelle s'ouvrait la principale entrée de la forteresse. Là, nous tombâmes sur un autre groupe de vétérans. L'un d'eux montait la garde devant la porte, tandis que les autres, enveloppés dans leurs capes trouées, dormaient sur les bancs de pierre. Cette entrée se nomme la porte de la justice, à cause du tribunal qui s'y tenait pendant la domination musulmane pour examen des procès courants, coutume familière au peuple de l'Orient et citée plus d'une fois dans les Écritures. Annotation. Tu placeras des juges et des écrivains publics à toutes tes portes, et ils jugeront équitablement mon peuple. Fin d'annotation. Le grand vestibule ou porche d'entrée est formé par un immense arc en fer à cheval, qui s'élève à mi-hauteur de la tour et sur la clé duquel est gravée une main énorme. À l'intérieur, sur un arc plus petit, est sculptée de la même manière une clé gigantesque. Ceux qui prétendent avoir une certaine connaissance des symboles mahométans affirment que la main est l'emblème de la doctrine et la clé celle de la foi. Cette dernière, selon eux, aurait été peinte à la manière arabe lorsque les musulmans soumirent l'Andalousie en opposition à la croix des chrétiens. Mais le fils légitime de l'Alhambra nous en donna une explication différente et plus conforme aux croyances populaires qui attribuent du mystère et de la magie à tout ce qui est musulman et qui associe toutes sortes de superstitions à la vieille forteresse musulmane. Selon Matteo, la tradition qui s'était transmise depuis l'origine et qu'il tenait de son père et de son grand-père voulait que la main et la clé eussent une valeur symbolique dont dépendait la destinée de l'Alhambra.
Le roi mort qui l'avait bâti était un grand magicien, certains prétendaient même qu'il avait vendu son âme au diable, et il avait placé toute la forteresse sous un charme magique. C'est pour cette raison qu'elle avait tenu dans tant de siècles, défiant orages et tremblements de terre, alors que presque tous les autres bâtiments des morts étaient tombés en ruine et avaient disparu. Ce charme, selon cette même tradition, continuerait à agir jusqu'au jour où la main de l'arc extérieur descendrait saisir la clé. Alors tout le monument s'écroulerait en poussière et les trésors enfouis par les morts apparaîtraient au jour. Malgré cette inquiétante prédiction, nous nous aventurâmes sous la porte, quelque peu rassurés contre tous ces artifices magiques par la Vierge dont l'image décorait l'entrée. Après avoir franchi la barbacane, nous gravîmes un étroit sentier qui serpentait entre des murailles et nous débouchâmes sur une esplanade comprise dans la forteresse. On l'appelle la Plaza de los Aljibes, ou place des citernes, à cause des grands réservoirs que les morts y ont taillés dans le roc vif pour les besoins de la forteresse. Il y a également un puits d'une grande profondeur qui donne l'eau la plus pure et la plus fraîche qui soit. Autre preuve du goût raffiné des morts, qui n'épargnait aucun effort pour obtenir ce liquide dans toute sa pureté cristalline. En face de cette esplanade se dresse le magnifique palais érigé par Charles Quint, en vue, dit-on, d'éclipser la demeure des rois musulmans. Malgré toute sa grandeur et ses métiers architecturaux, il nous fit l'effet d'un orgueilleux intrus. Nous nous contentâmes de le dépasser et bientôt, par une porte d'allure toute simple, nous entrions dans le palais musulman. Ce passage eut quelque chose de magique. D'un coup, nous étions transportés dans une autre époque, dans un autre royaume, au milieu du théâtre de l'histoire arabe. Nous nous trouvâmes dans une grande cour pavée de marbre blanc et ornée à chaque extrémité par de légères galeries mauresques. Elle s'appelle l'Alcour de la Alberca, annotation, ou du bassin, fin d'annotation. En son milieu, elle contient un immense bassin de 130 pieds de long et de 30 de large, peuplé de poissons rouges et bordé de massifs de roses. Au-dessus de la galerie nord s'élève l'énorme tour de Comares. De là, nous entrâmes, par un arc arabe, dans la célèbre cour des lions. Il n'y a pas une partie de l'Alhambra qui donne autant que celle-ci une idée plus complète de sa beauté et de sa magnificence primitive, car aucune d'elles n'a aussi peu souffert des ravages du temps. En son centre s'élève la fontaine si fameuse dans les chansons et les romances. Ces vasques d'albâtre répandent toujours leurs gouttes adamantines, et les 12 lions qui les soutiennent rejettent leurs flots de cristal comme au temps de Boabdil. La cour est couverte de parterres de fleurs et entourée d'un ensemble d'arcs arabes filigranes que supportent de graciles colonnes de marbre blanc. Ici comme ailleurs, l'architecture se caractérise par l'élégance plus que par la grandeur et révèle un goût subtil et charmant, incliné vers l'indolence. Lorsqu'on regarde la nervure féerique des péristyles et les guipures, apparemment si fragiles, des murs, il est difficile de croire que tout cela a survécu à l'usure des siècles, aux tremblements de terre, aux violences de la guerre et aux pillages, plus pacifiques mais non moins dangereux des touristes enthousiastes. Cela seul suffirait à justifier la croyance populaire qui veut que tout l'édifice soit protégé par un charme magique. D'un côté de la cour, un portique richement orné donne accès à une grande salle pavée de marbre blanc, la salle des 2 sœurs. Une coupole à alvéoles laisse passer l'air et la lumière d'en haut. Les soubassements des murs sont décorés de superbes faïences arabes et certains d'entre eux portent le blason des rois morts. Le haut est revêtu de stuc selon un procédé inventé à Damas et qui consiste à joindre artistement de grandes plaques formées au moule de façon à donner l'impression qu'elles ont été patiemment sculptées à la main avec leur léger relief et leurs capricieuses arabesques mêlées de textes du Coran et d'inscriptions poétiques en caractères arabes et koufiques. Ces décorations des murs et de la coupole sont richement dorées et les interstices sont colorés en lapis lazuli et en d'autres teintes élégamment brillantes et durables. De chaque côté de la salle sont aménagées des alcôves. Au-dessus d'une porte intérieure, il y a un balcon qui communiquait avec l'appartement des femmes. Les jalousies subsistent encore, derrière lesquelles les brunes beautés du harem pouvaient épier sans être vues les festivités de la salle du bas. Il est impossible de contempler cette retraite favorite des morts d'autrefois sans se souvenir des romances arabes, ni s'attendre presque à voir le bras blanc de quelque mystérieuse princesse nous faire signe du balcon ou un œil noir briller derrière la jalousie.
Cet asile de beauté s'offre à nos yeux comme s'il était habité hier encore. Mais où sont les Zoraïdas et les Lindarajas d'antan? De l'autre côté de la cour des lions se trouve la salle des Abencerrages, du nom des vaillants chevaliers de cette illustre maison qui y furent traîtreusement assassinés. Certains dénient tout fondement à cette histoire, mais notre humble Mathéo nous désigna le portillon par lequel, dit-on, ils furent introduits un par un, et la fontaine de marbre blanc au centre de la salle où ils furent décapités. Il nous montra également de larges taches rougeâtres sur le sol. C'étaient les traces de leur sang, qui, selon la croyance populaire, restaient ineffaçables. Comme nous l'écoutions avec intérêt, il ajouta qu'on entendait souvent, la nuit, dans la cour des lions, une espèce de bruit indistinct, comme un brouhaha ponctué de temps en temps d'un tintement sourd, semblable à celui de chaînes heurtées dans le lointain. Ce n'était sans doute rien d'autre que le glouglou, et les ruisselis des eaux qui, dans leur conduite, venaient sous le marbre alimenter les fontaines. Mais, à en croire le fils de l'Alhambra, c'étaient les esprits des Abencerrages assassinés qui revenaient chaque nuit sur les lieux du crime invoquer la vengeance du ciel sur leurs meurtriers. De la cour des lions, revenant sur nos pas, nous traversâmes la cour de la Alberca, en direction de la tour des Comares, qui porte le nom de l'architecte arabe qui la construisit. Puissante, massive, hautaine, elle domine l'ensemble de l'édifice et surplombe le versant de la colline qui tombe à pic jusqu'au bord du Darro. Un passage voûté nous fit pénétrer dans une salle très haute et très spacieuse, qui occupe l'intérieur de la tour. Elle servait autrefois de salle de réception aux monarques musulmans, d'où son nom de salle des ambassadeurs. Elle porte encore les vestiges de son ancienne splendeur. Ses murs sont richement vêtus de stucs et décorés d'arabesques. Sa magnifique coupole en bois de cèdre, dont le sommet se perd dans l'obscurité, brille encore de toutes ses dorures et de ses brillantes couleurs. Sur 3 côtés, de profondes fenêtres ont été pratiquées dans l'énorme épaisseur des murs et leurs balcons dominent la verdoyante vallée du Darro, les rues et les couvents de l'Albacine et, plus loin, la Vega. Je pourrais décrire en détail les autres appartements, tous délicieux, qui sont situés de ce côté-ci du palais. Le tocador ou boudoir de la reine, belvédère en plein air au sommet d'une tour, où les sultanes goûtaient les brises pures de la montagne et la vue sur le paradis qui les environnait. Le jardin de l'Indaraja, petit patio sucré avec sa vasque d'albâtre, ses massifs de myrte et de roses, de citronniers et d'orangers, les salles voûtées, des bains, sombres comme des cavernes, où l'aveuglante touffeur du jour se tamise en fraîche et douce lumière. Mais je m'interdis d'insister là-dessus. Mon propos est simplement de présenter à mon lecteur cette retraite où, s'il le veut bien, il flânera avec moi au cours des pages qui suivent, tout en se familiarisant peu à peu avec ces détails. Une abondante réserve d'eau, amenée des montagnes par les vieux aqueducs morts, circule par tout le palais, alimentant ses bassins et ses bains, étincelant en jets d'eau dans ses salles ou murmurant dans ses canaux de marbre. Après avoir rendu hommage à la demeure royale et visité ses jardins et ses prés, elle s'écoule le long d'une grande allée vers la ville. Friselis de ruisseaux et bouillonnements de fontaines qui maintiennent une perpétuelle verdure dans les bois qui couronnent toute la colline de l'Alhambra. Seuls ceux qui connaissent les ardents climats du sud pourront imaginer les délices d'une telle retraite où la brise de la montagne s'allie à la verdure de la vallée. Tandis qu'en bas, la ville halète sous la canicule et que la Vega craquelée danse dans la vapeur, les souffles légers de la Sierra Nevada, en jouant dans les salles du palais, leur apportent le parfum des jardins environnants. Tout y invite au sommeil, suprême plaisir des climats méridionaux. Et tandis que l'œil mi-clos du haut des balcons à l'ombre perçoit vaguement l'étincelant paysage, l'oreille se laisse bercer par le frémissement des feuilles et le murmure des eaux courantes. La tour de Comares. Le lecteur a eu un croquis de l'intérieur de l'Alhambra. Il peut désirer avoir une idée générale de ses alentours. La matinée est pure et délicieuse. Le soleil n'a pas encore pris assez de force pour dissiper la fraîcheur de la nuit. Nous allons monter au sommet de la tour de Comares et prendre une vue panoramique de Grenade et de ses environs. Allons, lecteur, mon camarade, suis mes pas dans ce vestibule ouvragé de riches dentelles qui donne accès à la salle des ambassadeurs. Nous n'y pénétrerons pas, mais tournerons sur la gauche, vers cette petite porte qui s'ouvre dans le mur. Attention, les marches sont abruptes et mal éclairées. C'est pourtant par cet escalier en colimaçon, étroit et obscur, que les fiers monarques de Grenade et leurs reines sont montés au créneau de la tour pour observer l'approche des armées chrétiennes
ou contempler les batailles qui se déroulaient dans la Vega. Enfin, nous voici sur la terrasse. Nous pouvons souffler un moment tout en jetant un coup d'œil circulaire sur le splendide panorama de la ville et de la campagne. Montagnes rocheuses, vallées verdoyantes, plaines fertiles, châteaux, cathédrales, tours mauresques, dômes gothiques, vestiges en ruines et bosquets en fleurs. Approchons-nous des créneaux et jetons un coup d'œil tout en bas. Regarde, de ce côté-ci. Nous avons tout le plan de l'Alhambra étalé devant nous. Nous dominons les cours et les jardins. Au pied de la tour, nous avons la cour de la Alberca, avec son grand bassin bordé de fleurs. Plus loin, la cour des lions avec sa fameuse fontaine et ses légères arcades mauresques. Et enfoui au centre, au cœur même du palais, le petit jardin de l'Indaraja, avec ses roses, ses citronniers, sa verdure d'émeraude. Cette ceinture de remparts garnie de tours carrées, dont la ligne irrégulière couronne tout le sommet de la colline et la limite extérieure de la forteresse. Certaines de ces tours, tu peux le voir, sont en ruine et leurs massifs éboulements sont ensevelis parmi les vignes, les figuiers et les aloès. Regardons maintenant du côté nord de la tour. Quelle hauteur vertigineuse! Les fondations de la tour s'élèvent au-dessus des bois de ce versant à pic. Vois, cette longue fissure dans ses murs épais révèle que la tour a été crevassée par un de ces tremblements de terre qui, de temps en temps, jettent la consternation dans Grenade, et qui tôt ou tard finiront par réduire ce monument chancelant en un monceau de ruines. Ce ravin étroit à nos pieds, qui s'élargit peu à peu au sortir de la montagne, c'est la vallée du Darro. Tu vois la petite rivière qui serpente au-dessous des terrasses, au toit de branchages, parmi des vergers et des parterres de fleurs? Ce cours d'eau était fameux autrefois pour l'or qu'il charriait, et de temps en temps on examine encore des sables pour y trouver le précieux minerai. Certains de ces pavillons blancs qui brillent çà et là entre des bosquets et des vignes servaient aux morts de retraite rustique où ils goûtaient la fraîcheur de leur jardin. Ce palais aérien, là-bas, avec ses hautes tours blanches et ses longues galeries qui s'élèvent sur cette colline, parmi de somptueux bosquets et des jardins suspendus, c'est le Généralif, la résidence d'été des rois morts, où ils se réfugiaient durant les grandes chaleurs, pour jouir d'un site encore plus ventilé que l'Alhambra. La cime dénudée de la hauteur qui le domine, où tu aperçois des ruines informes, c'est la Silla del Moro, la chaise du mort, ainsi nommée parce que l'infortuné Boabdil, lors d'une insurrection, était allé s'y réfugier et, assis sur cette éminence, avait promené ses regards désolés sur la ville rebelle. Un murmure d'eau s'élève par moments de la vallée. Il vient de l'aqueduc de ce moulin mort que tu aperçois là, presque au pied de la colline. Plus loin, cette avenue, c'est l'Alameda, au bord du Darro, très fréquentée le soir par les citadins, rendez-vous des amoureux pendant les nuits d'été qu'ils font longtemps résonner de leur guitare sur les bancs des allées. En ce moment, on y voit flâner quelques moines et un groupe de porteurs d'eau qui viennent de la fontaine de la Vellano. Tu sursautes. Ce n'est qu'un épervier que nous avons fait fuir. Cette vieille tour est le refuge idéal des oiseaux errants. L'hirondelle et le martinet abondent dans ces moindres fissures et crevasses qu'ils survolent tout le jour en cercle. Tandis que la nuit, quand tous les autres oiseaux se reposent, la chouette mélancolique sort de sa cachette et lance son cri de mauvais augure du haut des créneaux. Regarde comme l'épervier que nous avons dérangé plonge à nos pieds, rase la cime des arbres et remonte à tire-d'aile vers les ruines qui dominent le Généralif. Laissons ce côté-ci de la tour et dirigeons notre regard vers l'ouest. Tu aperçois au loin une chaîne de montagnes qui borne la Vega. C'était l'ancienne limite entre Grenade et les terres chrétiennes. Parmi ces hauteurs, on discerne encore des citadelles dont les murs et les créneaux gris font corps avec le roc sur lequel ils s'élèvent, tandis que çà et là une atalaya, ou tour de guet, solitaire, érigée sur un pic, domine du haut du ciel, pour ainsi dire, ces deux versants. C'est par un défilé escarpé, le Paso de Lope, que les armées chrétiennes se répandirent dans la Vega. C'est autour de la base de cette montagne grise et nue, presque isolée du reste, et qui pousse hardiment son promontoire rocheux dans le sein de la plaine, qui débouchèrent les escadrons de l'envahisseur, bannières déployées dans un tintamarre de tambours et de trompettes. Que la scène a changé. Au lieu des étincelantes rangées de guerriers en côte de mailles, elle nous montre le patient convoi du muletier qui chemine lentement en lisière de la montagne. Derrière ce promontoire se trouve le pont de Pinos, fertile en événements, rendu fameux par plus d'un engagement sanglant entre Maures et chrétiens, et plus encore pour être l'endroit où Christophe Colomb fut rejoint et rappelé par le messager de la reine Isabelle, au moment où, en désespoir de cause, il se préparait à soumettre son projet de découverte à la cour de France.
Voici encore un endroit fameux dans la vie du grand homme. Cette ligne là-bas, de murailles et de tours qui luisent au soleil du matin au cœur de la Vega, c'est la ville de Santa Fe, construite par les rois catholiques durant le siège de Grenade, après qu'un incendie eut détruit leur camp. C'est dans ces murs que fut rappelé Colomb par la reine héroïque et que fut conclu le traité qui conduisit à la découverte du monde occidental. Là, vers le sud, l'œil se régale des luxuriantes beautés de la Vega. Ce n'est plus qu'une immense étendue de bois et de jardins florissants et de denses vergers, parmi lesquels le guenil, en méandre d'argent, alimente d'innombrables ruisseaux qui, conduits dans les vieux canaux d'irrigation des morts, maintiennent tout le paysage dans une perpétuelle verdure. C'est là que se trouvent les tonnelles, les jardins et les maisons de campagne tant aimés des morts et pour lesquels ils se bâtirent avec un acharnement désespéré. Il n'est pas jusqu'aux fermes et aux cabanes, aujourd'hui habitées par les paysans, dont les traces d'arabesques et de décorations raffinées ne rappellent qu'elles furent d'élégantes résidences du temps des musulmans. Au-delà de la fertile région de la Vega se dessine au sud une ligne de collines arides, au bas de laquelle chemine lentement une longue file de mules. C'est du haut d'une de ces collines que le malheureux Boabdil jeta son dernier regard sur Grenade et laissa échapper la douleur de son âme. C'est le soupir du mort, si célébré dans les chansons et les légendes. Lève maintenant les yeux vers le sommet neigeux de cette masse montagneuse qui brille comme un blanc nuage d'été dans le ciel bleu. C'est la Sierra Nevada, l'orgueil et les délices de Grenade, la source de ses brises rafraîchissantes et de son éternelle verdure, de ses fontaines bouillonnantes et de ses cours d'eau intarissables. C'est cette admirable chaîne de montagnes qui procure à Grenade une combinaison de délices si rares dans une ville du sud. La fraîche végétation et les souffles tempérés des climats du nord qui s'unissent à l'ardeur vivifiante d'un soleil tropical et à l'azur sans tache d'un ciel méridional. C'est cet aérien trésor de neige qui, fondant à mesure que s'accroît la chaleur de l'été, répand par tous les ravins et toutes les gorges des Alpujarras, ruisseaux et rivières qui font naître la verdure et la fertilité à travers toute une série d'heureuses vallées secrètes. Ces montagnes peuvent bien être appelées la gloire de Grenade. Elle domine toute l'Andalousie et se voit de ses points les plus éloignés. Le muletier les salue lorsque de la plaine brûlante il aperçoit leur cime chenue. Et le marin espagnol, sur le pont de son embarcation, là-bas, très loin, au milieu de la bleue Méditerranée, les contemple d'un œil pensif. Il songe alors à Grenade, la délicieuse et chantonne à la fois à voix basse un vieux romance des morts. Mais suffit pour le moment, le soleil est haut dans le ciel et nous verse toute son ardeur. Déjà, la terrasse de la tour brûle sous nos pieds. Abandonnons-la et descendons prendre le frais sous les galeries qui entourent la fontaine des Lions. Réflexion sur la domination musulmane en Espagne. Un de mes endroits favoris est le balcon central de la salle des ambassadeurs, qui s'ouvre dans la haute tour de Comares. Je viens justement de m'y asseoir pour mieux jouir des derniers moments d'un long jour de lumière. Le soleil, en se couchant derrière les montagnes pourpres d'Alhama, a lancé un flot de clarté au-dessus de la vallée du Darro, recouvrant ainsi d'une mélancolique splendeur les tours cuivrées de l'Alhambra, tandis que la Vega, frémissant d'une buée de chaleur, semblait s'étendre à l'infini comme un océan doré. Pas un souffle n'altérait la paix de l'instant, et si parfois une faible rumeur faite de rire et de musique s'élevait des jardins du Darro, elle ne faisait qu'approfondir le silence monumental du palais qui m'abritait. C'était une de ces heures et de ces scènes où le souvenir prend un pouvoir presque magique et où, comme le soleil couchant qui baigne ces tours croulantes, il lance lui aussi ses feux en arrière sur les gloires du passé. Comme je m'attardais à contempler l'effet du crépuscule sur l'Alhambra, je fus amené à réfléchir sur le caractère élégant, léger et voluptueux de son architecture interne et à l'opposer à la solennité grandiose et sombre des édifices gothiques élevés par les conquérants espagnols. Les pierres mêmes nous révèlent les natures antagonistes et irréconciliables de ces deux peuples guerriers qui luttèrent longtemps ici même pour la domination de la péninsule. Peu à peu, j'en vins à rêver à la destinée singulière de ces Arabes ou Maures d'Espagne, dont toute l'existence, pareille à une légende, constitue un des épisodes les plus étranges et les plus splendides à la fois de toute l'histoire. Si puissante et durable qu'ait été leur domination, nous savons à peine comment les appeler. C'est pour ainsi dire une nation sans nom ni pays légitime. Vague extrême du grand raz-de-marée arabe lancé contre les côtes de l'Europe, ils eurent toute la violence d'un torrent déchaîné. L'allure de leur conquête, du roc de Gibraltar au sommet des Pyrénées, fut aussi rapide et brillante que celle des victoires musulmanes de Syrie et d'Égypte. Davantage même, s'ils n'avaient pas été arrêtés dans les plaines de Tours, toute la France, toute l'Europe aurait été submergée avec autant de facilité que les empires de l'Orient, et Paris et Londres verraient encore aujourd'hui briller le croissant sur leurs temples.
Repoussées au-delà des Pyrénées, les hordes asiatiques et africaines qui composaient cette grande armée renoncèrent aux principes musulmans d'expansion et cherchèrent à établir en Espagne une domination pacifique et durable. En tant que conquérants, leur héroïsme n'avait d'égal que leur modération, et en ces deux vertus, ils l'emportèrent pendant un certain temps sur les nations avec lesquelles ils se mesuraient. Séparés de leur terre natale, ils aimèrent celle qui leur était donnée, croyaient-ils, par Allah, et s'appliquèrent à le pouvoir de tout ce qui pouvait contribuer au bonheur de l'homme. Appuyant les fondements de leur pouvoir sur un ensemble de lois sages et équitables, cultivant avec zèle les arts et les sciences, favorisant l'agriculture, l'artisanat et le commerce, ils édifièrent peu à peu un empire d'une prospérité inégalée dans toute la chrétienté, et en rassemblant amoureusement tous les ornements et les raffinements qui caractérisaient l'empire arabe en Orient, au temps de sa civilisation la plus brillante, ils répandirent la lumière de l'Est dans les régions occidentales, encore plongées dans la nuit du Moyen Âge européen. Les villes de l'Espagne arabe se peuplèrent d'artisans chrétiens, qui y faisaient leur apprentissage. Les universités de Tolède, de Cordoue, de Séville et de Grenade, à notation 12, une médersa ou madrasa était chez les Arabes une école ou un collège, celle que cite ici l'auteur était célèbre dans toute l'Espagne à cette époque. La médersa de Grenade occupait l'emplacement de l'actuel hôtel de ville qui s'élève juste en face de la chapelle royale. Fin d'annotation. Était fréquentée par de pâles étudiants venus d'autres pays pour s'initier aux sciences des Arabes et à la culture antique. Les amis du gai savoir se rendaient à Cordoue et à Grenade pour s'imprégner de la musique et de la poésie de l'Orient, et les guerriers nordiques, dans leur armure d'acier, s'y pressaient en foule pour se rompre aux gracieux exercices et aux usages courtois de la chevalerie. Si les monuments musulmans d'Espagne, si la mosquée de Cordoue, l'Alcazar de Séville et l'Alhambra de Grenade portent toujours des inscriptions qui vantent la puissance et la permanence de leur domination, peut-on rire d'une telle prétention, la trouver arrogante et vaine? Les générations succédaient aux générations, les siècles aux siècles, et les morts gouvernaient toujours le pays. Une période s'était écoulée, plus longue que celle qui datait de la conquête de l'Angleterre par les Normands, et les descendants de Moussa et de Tariq pouvaient aussi peu prévoir qu'ils seraient rejetés en exil à travers le détroit qu'avaient traversé leurs ancêtres triomphants, que les descendants de Rollo, de Guillaume et de leur père n'auraient pu rêver d'être refoulés sur les côtés normandes. Et pourtant, malgré tout cela, l'empire musulman ne fut guère en Espagne qu'une sorte de super plante exotique qui ne sut prendre racine permanente dans le sol qu'elle embellissait. Coupés de tous leurs voisins de l'Ouest par les infranchissables barrières de la religion et des mœurs et séparés par des mers et des déserts de leurs congénères de l'Est, les Maures d'Espagne restèrent un peuple isolé. Toute leur existence ne fut qu'une lutte prolongée, vaillante et chevaleresque, pour se maintenir dans un territoire usurpé. Ils constituaient l'avant-garde de l'islam. La péninsule fut le grand champ de bataille où les conquérants gothiques du nord et les conquérants musulmans de l'est se rencontrèrent et se mesurèrent. Finalement, le courage farouche de l'arabe dut céder à la vaillance obstinée du goth. Jamais anéantissement ne fut plus complet que celui des Maures d'Espagne. Où sont-ils? Interrogez les rivages de Barbarie et ses déserts. Ce qui restait de cet empire si puissant se fondit dans l'exil parmi les barbares d'Afrique et cessa d'être une nation. Après avoir été pendant près de 800 ans un peuple connu, ils n'ont même pas laissé de nom derrière eux. La terre qu'ils adoptèrent et occupèrent pendant des siècles refuse de les reconnaître si ce n'est comme envahisseurs et usurpateurs. Quelques monuments en ruine sont tout ce qui reste pour attester leur puissance révolue, à la façon dont certains rochers solitaires, perdus dans l'intérieur d'un pays, portent témoignage de l'étendue de quelque énorme inondation. Tel est l'Alhambra, palais musulman au sein d'une terre chrétienne, édifice oriental parmi les bâtiments gothiques de l'Ouest, élégant vestige d'un peuple brave, intelligent et raffiné, qui conquit, gouverna et passa. La maisonnée. Il est temps que je donne une idée de mon installation domestique dans cette singulière résidence. Le palais royal de l'Alhambra est confié à la charge d'une aimable vieille fille nommée Donna Antonia Molina, mais selon la coutume espagnole, on l'appelle plus familièrement Tia Antonia, tante Antonia. Elle entretient les salles mauresques et les jardins et les montre aux étrangers, services qui lui valent les gratifications des visiteurs et tout le produit des jardins, à l'exception d'un petit tribut de fruits et de fleurs qu'elle remet de temps en temps au gouverneur. Elle loge dans un coin du palais et sa famille se compose d'un neveu et d'une nièce, fils de 2 frères différents.
Le neveu, Manuel Molina, est un valeureux jeune homme d'une gravité toute espagnole. Il a servi dans l'armée en Espagne et aux Antilles. Mais maintenant il étudie la médecine, dans l'espoir d'obtenir un jour ou l'autre un poste dans la forteresse qui lui procurerait au moins 140 douros par an. Quant à la nièce, c'est une petite Andalouse grassouillette aux yeux noirs, prénommée Dolores, mais qui, pour sa mine pimpante et réjouie, mériterait un nom plus gai. Elle est l'héritière déclarée de tous les biens de sa tante, consistant en certains baraquements ruineux, 6 dans la forteresse, qui ne lui assureront pas moins de 150 douros de rente. Je n'avais pas été longtemps à l'Alhambra avant de me rendre compte que le bon Manuel faisait discrètement la cour à sa sémillante cousine et que, pour unir leurs mains et leurs espérances, il n'attendait plus que son diplôme de docteur et une dispense du pape à cause de leur consanguinité. J'ai convenu avec la bonne Donna Antonia qu'elle me fournirait le logement et le couvert. L'allègre petite Dolores fait mon ménage et me sert au repas. J'ai également à mon service un grand garçon blondasse et bègue du nom de Pépé qui travaille dans les jardins et m'aurait volontiers servi de domestique s'il n'avait été précédé dans la place par Matteo Jiménez, le fils de l'Alhambra. Cet astucieux individu, en effet, s'est arrangé je ne sais comment pour ne pas me lâcher d'un pas, depuis l'instant où je l'ai rencontré à l'entrée de la forteresse, et pour s'insinuer dans tous mes plans, jusqu'au jour où j'ai dû le nommer mon domestique en titre, Cicérone, guide, garde du corps, écuyer, chroniqueur, etc., j'ai dû, bien entendu, améliorer sa garde-robe pour qu'il ne fût point indigne de tant de fonctions. Il a mis au rencard sa vieille cape brune, comme un serpent qui fait peau neuve, et se montre maintenant dans la forteresse avec un chapeau et une vaste veste andalouse, dont l'élégance le ravit en même temps qu'elle stupéfie ses camarades. Le défaut principal du beau Matteo, c'est un désir excessif de se rendre utile, sachant fort bien qu'il s'est imposé dans un emploi qui est une vraie sinécure. Étant donné mes goûts simples et tranquilles, il se creuse sans cesse la cervelle pour inventer le moyen d'accroître mon bien-être. De la sorte, je suis, pour ainsi dire, victime de son zèle. Je ne peux mettre le pied hors du palais ou errer autour de la forteresse sans l'avoir sur le dos à vouloir m'expliquer tout ce que je vois. Et si je me hasarde à me promener sur les collines environnantes, il insiste pour m'escorter, bien que je le suspecte fort, en cas d'attaque, de se fier bien plus au secours de ses jambes qu'à la force de son bras. Malgré tout, le pauvre diable est parfois un amusant compagnon. Il est simple, pétillant, de bonne humeur, bavard comme un coiffeur de village et connaît tous les potins de l'endroit et des environs. Mais ce dont il est le plus fier, ce sont toutes ses connaissances relatives au palais et les histoires merveilleuses qu'il peut conter à propos de chaque tour, de chaque voûte, de chaque porte de la forteresse, et en lesquelles il a une foi inébranlable. La plupart d'entre elles, dit-il, il les doit à son grand-père, un petit tailleur légendaire qui vécut près de 100 ans, durant lesquels il ne fit que 2 sorties hors des murs de la citadelle. Sa boutique, pendant près d'un siècle, avait été le rendez-vous d'une poignée de vénérables bavards qui y passaient la moitié de la nuit à causer des temps anciens, des événements merveilleux et des secrets de l'Alhambra. Ainsi, toute la vie, tous les gestes, toutes les pensées et tous les actes de ce petit tailleur prodigieux s'étaient tenus à l'intérieur des murs de la forteresse. C'est là qu'il était né, qu'il avait vécu, respiré et vieilli, c'est là qu'il était mort et qu'on l'avait enterré. Heureusement pour la postérité, ces traditions orales ne moururent pas avec lui. Tout enfant, son digne petit-fils écoutait de toutes ses oreilles les récits du vieil homme et de ses compagnons rassemblés dans son échoppe. C'est ainsi qu'il possède un fonds de connaissances sur l'Alhambra qu'on ne trouve pas dans les livres et qui mérite bien l'attention de tous les voyageurs curieux. Tels sont les personnages qui pourvoient mon confort domestique dans l'Alhambra, et je me demande si aucun des potentats musulmans ou chrétiens qui m'ont précédé dans le palais n'a jamais été servi avec autant de fidélité ou a régné aussi pacifiquement dans ces lieux que moi. Le matin, quand je me lève, Pépé, le jardinier bègue, m'apporte en guise de salutation des fleurs fraîchement cueillies. Elles seront plus tard arrangées dans des vases par la main droite de Dolores, qui se pique d'orner mon intérieur. Mes repas, je les prends où bon me semble, parfois dans une des salles mauresques, parfois sous les arcades de la cour des Lions, entourées de fleurs et de fontaines. Et, quand je sors, je suis conduit par le zélé Matteo aux retraites les plus romantiques des montagnes, aux creux les plus délicieux des vallées prochaines, qui ont toutes été le théâtre de quelques contes merveilleux. Bien que j'aime passer la plus grande partie de la journée seule, il m'arrive de me mêler le soir au petit cercle de Donna Antonia. Il se tient en général dans une vieille salle mauresque qui sert de cuisine et de salon à la fois. Une grossière cheminée a été pratiquée dans un coin. La fumée a décoloré les murs et presque effacé les vieilles arabesques. Une fenêtre dont le balcon domine la vallée du Darro laisse pénétrer la brise du soir. C'est là que je prends mon frugal dîner de lait et de fruits tout en me mêlant à la conversation de la famille.
Il y a chez les Espagnols un talent naturel qui fait d'eux des compagnons vivants et agréables, quelles que soient leurs conditions sociales et si imparfaites qu'ait été leur éducation. Ajoutez à cela qu'ils ne sont jamais vulgaires, la nature les a doués du sens de la dignité. La bonne tia Antonia, sans être cultivée, a une intelligence vive et forte, et la brillante Dolores, qui n'a lu de toute sa vie que 3 ou 4 livres, offre un séduisant mélange de naïveté et de bon sens. Souvent, je suis surpris de la saveur des traits d'esprit qui lui viennent tout naturellement. Parfois, le neveu nous fait la lecture d'une ancienne comédie de Calderon ou de Lope de Vega, désireux sans doute d'instruire autant que d'amuser sa cousine. Mais à sa grande mortification, la jeune personne s'endort presque toujours avant la fin du premier acte. Parfois, tia Antonia fait une petite réception d'humbles amis qui habitent le hameau voisin et de femmes d'invalides. Tout le monde la traite avec grande déférence vu sa fonction, et lui fait la cour en lui apportant de nouvelles de la forteresse ou des rumeurs de Grenade, qui se sont frayées un chemin jusqu'à leur oreille. À ces veillées, j'ai recueilli plus d'un fait curieux qui illustre les mœurs du pays et les particularités du voisinage. Ce ne sont que de simples détails auxquels la nature de ces lieux confère tout leur intérêt et toute leur importance. Je marche sur un sol foulé par des ombres et je suis entourée de souvenirs romantiques. Depuis ma plus tendre enfance, du jour où, sur les rives de l'Hudson, je me plongeais dans un vieux livre d'histoire des guerres de Grenade, cette ville a été pour moi un objet de rêve, et bien souvent en imagination. J'ai traversé les célèbres salles de l'Alhambra, mais voici que pour la première fois un rêve s'est réalisé. Pourtant j'en crois à peine mes yeux, je me demande encore si vraiment j'habite le palais de Boabdil, et si de ces balcons je domine le chevaleresque Grenade. Et tandis que j'erre à travers cette demeure orientale, en écoutant le murmure des fontaines et le chant du rossignol, tandis que je respire le parfum de la rose et la douceur de ce climat embaumé, je suis presque tentée de me croire transportée au paradis de Mohammed, où la mignonne Dolores serait une des brillantes houris chargées de la félicité des vrais croyants. Le volage. Depuis que j'ai écrit ces lignes, nous avons eu un petit drame à l'Alhambra, qui a rembruni le clair visage de Dolores. Cette jeune personne a une passion toute féminine pour toutes sortes d'animaux, et l'étendue de son amour a eu pour effet d'emplir de ses favoris toute une cour en ruine de l'Alhambra. Un paon royal et sa femelle semblent y régner sur d'orgueilleux dindons, de chagrines pintades et un menu peuple de coqs et de poules. La prédilection de Dolores, néanmoins, s'était portée depuis quelque temps sur un couple de pigeons, que venaient d'unir les liens sacrés du mariage, et qui avait même supplanté dans ses faveurs une chatte tigrée et ses chatons. Pour installer le jeune ménage, elle leur avait préparé une petite chambre contiguë à la cuisine et dont la fenêtre donnait sur une tranquille cour mauresque. C'est là qu'ils coulaient leurs jours, dans une heureuse ignorance de tout ce qui n'était pas leur cour et ses toits ensoleillés. Jamais ils n'avaient aspiré à prendre leur essor au-dessus des créneaux ou à s'élever au sommet des tours. Leur vertueuse union fut enfin couronnée par 2 œufs d'une blancheur immaculée. Rien n'était plus touchant que la conduite des 2 jeunes époux en cette intéressante circonstance. Ils gardaient leur nid à tour de rôle pour faire éclore les œufs, et maintenant pour protéger leur tendre progéniture. Tandis que l'un restait à la maison, l'autre s'en allait chercher à l'extérieur une nourriture qu'il rapportait, toujours abondante, à sa famille. Mais ce tableau de félicité conjugale devait brusquement se gâter. Hier matin, de bonne heure, tandis que Dolores donnait à manger au pigeon mâle, il lui prit la fantaisie de lui découvrir le vaste monde. Elle ouvre la fenêtre qui domine la vallée du Darro et lance d'un coup le volatile hors des murs de l'Alhambra. Pour la première fois de sa vie, le pigeon étonné doit compter sur la force de ses ailes. Il plonge dans la vallée, puis, s'enlevant d'un seul élan, remonte jusqu'aux nuages. Jamais il ne s'est élevé si haut. Jamais il n'a goûté à ce point la griserie de voler. Comme un jeune dépensier qui vient d'arriver à l'âge d'homme, le voici tout ébloui par son excessive liberté et par le champ d'action illimité qui s'ouvre devant lui. Tout le jour, en cercle capricieux, il va d'une tour à l'autre et d'arbre en arbre. C'est en vain que l'on essaie de l'attirer en répandant du grain sur les toits. On dirait qu'il a perdu tout souvenir de sa maison, de sa tendre compagne et de ses oisillons encore déplumés. Comme pour accroître l'inquiétude de Dolores, il a été rejoint par 2 palomas, ladronas ou pigeons voleurs, qui ont l'art d'entraîner les pigeons vagabonds dans leurs pigeonniers. Le fugitif, comme tant de jeunes étourdis lorsqu'il se lance dans le monde, semble fasciné par les adroits compères qui se chargent de lui faire connaître la vie et de l'introduire dans la société. Il s'élève maintenant avec eux au-dessus des toits et des clochers de Grenade. Une petite tempête a balayé la ville, mais il n'a pas songé à rentrer. La nuit est tombée et il n'est toujours pas là. Pour corser le drame, sa compagne, lasse de rester au nid sans être relevée, s'en est allée à la recherche de l'infidèle. Mais son absence a été si longue que les petits sont morts, faute de chaleur maternelle. À une heure tardive, Dolores apprend que le vagabond a été aperçu au-dessus des tours du Généralif.
Or, il se trouve que l'administrador de cet antique palais a lui aussi un pigeonnier qui compte parmi ses hôtes 2 ou 3 pigeons voleurs. La terreur de tous les colombophiles du voisinage. Dolores en conclut aussitôt que les 2 aventuriers à plumes, en compagnie de qui on a vu son fugitif, sont les brigands du généralif. Séance tenante, elle réunit un conseil de guerre dans la chambre de tia Antonia. Le généralif appartient à une juridiction différente de celle de l'Alhambra, et les rapports entre les gardiens sont pointilleux, sinon inamicaux. On décide donc d'envoyer Pépé, le jardinier, bègue en ambassadeur auprès de l'administrador, pour le prier, dans le cas où l'on trouverait un étranger dans ces terres, de bien vouloir le lui remettre en tant que sujet de l'Alhambra. Voilà donc notre Pépé qui s'en va accomplir sa mission diplomatique par les bois et les avenues éclairées de lune. Hélas, il nous revient 1 heure plus tard avec la désolante nouvelle que l'on n'a pas trouvé l'oiseau dont le pigeonnier du généralif. Mais l'administrador lui a donné sa parole d'honneur que si le fugitif y faisait une apparition, même à minuit, il serait arrêté instantanément et ramené prisonnier à sa petite maîtresse brune. Voilà où on en est, cette triste affaire qui a répandu l'affliction dans le palais et condamné l'inconsolable Dolores à une nuit blanche. Chagrin du soir, joie du matin, dit le proverbe. Le premier objet qui ce matin frappe mes yeux au sortir de ma chambre, c'est Dolores. L'infidèle dans ses bras, les yeux étincelants de joie. Il s'était montré de bonne heure sur les créneaux et après avoir volté gauchement de toit en toit, avait finalement pénétré par la fenêtre et s'était constitué prisonnier. Mais son retour ne lui vaut qu'un mince crédit. À la voracité avec laquelle il s'est lancé sur la nourriture qu'on lui a offerte, on a bien vu que, comme le fils prodigue, seule la faim l'a ramené au foyer. Dolores le gronde pour son inconstance, en l'appelant volage et vagabond, mais tout en le serrant contre son sein et en le couvrant de baisers. En femme qu'elle est. J'ai observé pourtant qu'elle a pris soin de lui. Rogner les ailes, pour prévenir toute escapade future. Précaution que je cite à l'intention de toutes celles qui ont des amants légers ou des maris papillonnants. On pourrait tirer de l'histoire de Dolores et de son pigeon plus d'une précieuse moralité. La chambre de l'auteur. Lorsque je m'installais à l'Alhambra, on avait emménagé pour me recevoir une série de chambres vides, d'architecture moderne, destinées au gouverneur. Elles étaient en face du palais et donnaient sur l'esplanade. À l'autre extrémité, on communiquait avec un groupe de petites pièces mi-mauresques, mi-modernes qu'habitait tia Antonia et sa famille, et qui aboutissaient à une grande salle, qui sert à cette brave dame de loge, de cuisine et de salle d'audience. La salle avait dû briller de quelque éclat du temps des morts, mais une cheminée pratiquée dans un coin a décoloré ses murs, presque effacé ses ornements et répandu une teinte sombre sur l'ensemble. De ces appartements obscurs, un couloir étroit et un escalier en colimaçon, aussi noirs l'un que l'autre, menaient à un angle de la tour de Comares. On avançait en tâtonnant, on ouvrait une petite porte tout au fond, et soudain on était ébloui en émergeant dans la lumineuse antichambre de la salle des ambassadeurs, avec la fontaine de la cour de la Alberca étincelante en face de soi. Je n'étais pas content d'être logé dans un appartement moderne en dehors du palais, et je désirais vivement m'introduire au cœur même de ces merveilles. Comme je me promenais un jour, le long des salles mauresques, je trouvai dans une galerie écartée une porte que jusque-là je n'avais pas remarquée. Elle communiquait apparemment avec un vaste appartement fermé au public. Voilà un mystère. Voilà l'aile hantée du château, me dis-je. Je me procurai une clé, sans difficulté d'ailleurs, et la porte s'ouvrit devant une enfilade de chambres désaffectées, d'une architecture européenne, bien que bâtie au-dessus d'une galerie mauresque. Et longeant le petit jardin de l'Indarajaya, il y avait 2 hautes pièces dont les plafonds étaient revêtus de profonds lambris de cèdre, richement et artistement sculptés de fruits et de fleurs mêlés de masques grotesques, malheureusement brisés en plus d'un endroit. Les murs avaient dû être tendus autrefois de damas, maintenant ils étaient nus et griffonnés de noms insignifiants de visiteurs. Les fenêtres délabrées, exposées au vent et aux intempéries, ouvraient sur le jardin de l'Indarjaya, dont les citronniers et les orangers poussaient leurs branches jusque dans la chambre. Plus loin, il y avait 2 salons, moins hauts, qui donnaient également sur le jardin. Dans les caissons de leurs plafonds, une main habile avait peint des paniers de fruits et des guirlandes de fleurs passablement conservées. Les murs aussi avaient été peints à fresque, dont dans le goût italien, mais la peinture était presque effacée. Les fenêtres étaient dans le même état de délabrement que les autres pièces. Cette capricieuse série de chambres aboutissait à une galerie à l'air libre avec balustrade qui faisait angle droit avec un autre côté du jardin. Tout l'appartement montrait tant de délicatesse et d'élégance dans sa décoration. Il avait quelque chose de si rare et de si secret par sa situation même qu'il éveilla mon désir de connaître son histoire.
Je m'en informai et découvris qu'il avait été aménagé par des artistes italiens au début du siècle dernier, en prévision de l'arrivée de Philippe V et de la belle Élisabeth de Parme. Il était destiné à la reine et à sa suite. Une des grandes salles lui avait servi de chambre à coucher. Un escalier étroit, aujourd'hui muré, conduisait directement au délicieux belvédère, à l'origine le mirador des sultanes, dont on avait fait en son honneur un boudoir qui porte encore le nom de tocador de la reine. La chambre à coucher dont je viens de parler donnait d'un côté sur le Généralif et de ses tonnelles, tandis que sous une autre fenêtre jouait le jet d'eau du jardin le Linda Khaya. Ce jardin fit remonter encore plus loin mes pensées, à l'époque où y régnaient d'autres beautés, les sultanes. Combien est beau ce jardin, dit une inscription en arabe. Ce jardin où les fleurs de la terre rivalisent l'éclat avec les astres des cieux. À cette vasque d'albâtre, pleine d'une eau cristalline, que peut-on comparer? Seule la lune, dans toute sa splendeur, brillant au milieu de l'éther sans nuages. Les siècles avaient passé depuis, mais pourtant combien vivante était restée la beauté apparemment fragile de ces lieux. Le jardin de Linda Khaya était toujours paré de fleurs, la fontaine offrait toujours le clair miroir de ses eaux. Il est vrai que l'albâtre avait perdu sa blancheur et que le bassin du bas, envahi de mauvaises herbes, était devenu la cachette du lézard, mais dans la ruine même il y avait quelque chose qui avivait l'intérêt du tableau, en rappelant, comme elle le faisait, l'inconstance qui est le sort irrévocable de l'homme et de toutes ses œuvres. La désolation des chambres qui furent la demeure de la fière et élégante Élisabeth avait également pour moi un charme plus touchant que si j'avais pu les voir dans leur splendeur primitive, brillant de toutes les vastes de la cour. Je décidai d'emblée de réinstaller dans cet appartement. Ma décision provoqua une grande surprise dans la famille, qui ne pouvait imaginer de motif raisonnable au choix d'un appartement si solitaire, si retiré, si abandonné. La bonne tia Antonia y trouvait beaucoup de dangers. Le voisinage, disait-elle, était infesté de vagabonds. Les grottes des collines alentour grouillaient de gitans. Le palais était en ruine et on pouvait y pénétrer en plus d'un endroit. Le bruit qu'un étranger s'était installé tout seul dans un appartement en ruine et incapable de se faire entendre des autres habitants pouvait tenter des visiteurs nocturnes, d'autant plus que les étrangers passent toujours pour avoir la bourse bien garnie. Dolorès me représentait l'effrayante solitude de ces lieux. Rien que des chauves-souris et des chouettes, et puis il y avait aussi un renard et un chat sauvage, cachés dans les voûtes voisines qui rôdaient tout autour la nuit. Je ne renonçai pas pour cela à mon caprice. Avec l'aide d'un charpentier et du toujours zélé Matteo Jiménez, je fis bientôt remettre les portes et les fenêtres dans un état de sécurité relative. Malgré toutes ces précautions, il me faut bien avouer que la première nuit que je passai chez moi fut pénible au-delà de toute expression. Toute la famille m'escorta jusqu'à ma chambre, et lorsqu'elle prit congé de moi et s'en retourna par les vastes antichambres et les galeries sonores, je me rappelai ces contes de fées où le héros doit subir l'épreuve du manoir enchanté. La pensée même de la belle Élisabeth et de sa charmante suite qui avait orné ces salles de leur présence, ajoutée par une malice de mon imagination à la mélancolie de la scène. Ces lieux avaient été le décor de leur joie et de leur grâce passagère. Ces lieux portaient encore les traces de leur élégance et de leur réjouissance. Qu'étaient devenues ces beautés? De la poussière et des cendres, prisonnières de la tombe? Des ombres de la mémoire? Une appréhension vague et indescriptible m'envahissait peu à peu. J'aurais bien voulu l'attribuer à la pensée des voleurs dont il avait été question tout à l'heure, mais je sentais qu'elle tenait à quelque chose de surnaturel et d'absurde. En un mot, les craintes de mon enfance, que je croyais oublier depuis longtemps, ressuscitaient et dominaient mon imagination. Tout fut affecté par le travail de ma fantaisie. Le chuchotement du vent parmi les citronniers sous ma fenêtre avait quelque chose de sinistre. Je jetai un coup d'œil dans le jardin de Linda Khaya. Les bois n'étaient qu'un gouffre d'ombre, les massifs des formes indistinctes et inquiétantes. Je fus heureux de fermer la fenêtre, mais alors ma chambre fut gagnée par le contagion. Une chauve-souris qui s'y était introduite vint volter autour de ma tête et zigzaguer près de ma lampe solitaire. Les visages grotesques gravés dans le cèdre se mirent à grimacer. Je me ressaisis, et souriant admis de ma faiblesse momentanée, je résolus de la vaincre. Lampe en main, je sortis faire le tour de l'antique palais. Malgré tous mes efforts, ce fut une épreuve assez dure. Les rayons de ma lampe s'arrêtaient à une faible distance autour de moi. J'avançai, pour ainsi dire, dans un simple halo de lumière, au-delà duquel s'étendait une obscurité d'encre. Les couloirs voûtés me faisaient l'effet de cavernes. Les coupoles des salles se perdaient dans le noir. Un ennemi invisible me guettait-il, peut-être par devant ou par derrière? Mon ombre projetée sur les murs et l'écho de mes propres pas suffisait à me troubler. Assez peu rassuré, je traversai la salle des ambassadeurs, lorsque des bruits réels vinrent s'ajouter à mes fantaisies. De faibles gémissements et des plaintes indistinctes semblèrent s'élever sous mes pieds. Je m'arrêtai pour écouter. On eût dit que cela venait maintenant de l'extérieur de la tour.
Parfois, cela ressemblait aux hurlements d'un animal, parfois à des cris étouffés, mêlés de paroles incohérentes. L'effet saisissant de ces bruits dans le silence de la nuit et dans un endroit aussi singulier mit fin, chez moi, à toute envie de poursuivre cette ronde solitaire. Je retournai dans ma chambre avec plus d'empressement que je n'en étais sortie, et je respirai plus librement lorsque je me retrouvai dans ces murs, la porte verrouillée derrière moi. Lorsque je m'éveillai le lendemain, le soleil brillait à ma fenêtre et illuminait tous les détails du palais de ses joyeux et francs rayons. J'eus quelque peine à me souvenir des fantômes et des imaginations qu'avaient suscité les ténèbres de la vieille ville, ou à croire que les objets qui m'entouraient, si nets et si clairs, avaient pu se déguiser d'une façon si effrayante. Pourtant, les hurlements et les plaintes affreuses que j'avais entendus n'étaient pas un effet de mon imagination. Ma servante Dolores m'expliqua bientôt que c'était les cris d'un pauvre maniaque, frère de sa tante, sujet à de violentes crises pendant lesquelles on l'enfermait dans une chambre voûtée située au-dessous de la salle des ambassadeurs. L'Alhambra au clair de lune. J'ai donné une image de mon appartement tel qu'il était lorsque j'en pris d'abord possession. Il a suffi de quelques soirs pour modifier complètement le tableau et mes impressions. La lune, qui était alors invisible, a gagné peu à peu sur la nuit. La voici qui roule dans toute sa splendeur au-dessus des tours, inondant de sa tendre clarté les salles et les cours. Sous ma fenêtre, le jardin est doucement illuminé. Les orangers et les citronniers sont pailletés d'argent, et la fontaine étincelle dans le clair de lune où l'on perçoit même la rougeur de la rose. J'ai passé des heures à ma fenêtre à respirer l'air embaumé du jardin et à rêver aux fortunes diverses de ceux dont ces élégants vestiges rappellent l'histoire. Parfois, à minuit, lorsque tout repose, je descends errer à travers le palais. Qui pourrait dire la beauté d'un clair de lune sous ce climat et dans un tel lieu? La température d'un minuit d'été andalou est purement céleste. On se sent comme transporté dans une atmosphère supérieure. On éprouve une sérénité d'âme, une légèreté d'esprit, un bien-être physique qui font du seul fait de vivre un délice. L'effet du clair de lune sur l'Alhambra a également quelque chose de magique. Les fentes et les crevasses, les moindres taches de rouille disparaissent alors. Le marbre reprend sa blancheur primitive. Ses longues colonnades paraissent s'éclaircir. Les salles s'illuminent d'un rayonnement diaphane. On se croirait dans un palais enchanté des 1001 nuits. J'aimais alors monter au petit pavillon qu'on appelle le boudoir de la reine, pour jouir de la vue étendue et diverse qu'on y a. À droite, les cimes neigeuses de la Sierra Nevada brillaient comme des nuages d'argent contre le firmament foncé. Les contours de la montagne se dessinaient en lignes pures, bien qu'adoucis, mais mon plus grand plaisir était de m'accouder au parapet du Tocador et de contempler Grenade étendue à mes pieds comme un plan, enseveli dans un profond repos, avec ses palais et ses couvents endormis, pour ainsi dire, au clair de lune. Parfois, j'entendais les faibles roulades d'une castagnette. C'était un groupe de danseurs qui s'attardaient dans l'Alameda. Parfois encore, c'étaient les notes hésitantes d'une guitare. Puis une voix nue s'élevait dans une rue solitaire. Je me représentais quelques jeunes cavaliers faisant une sérénade à la fenêtre de sa belle, coutume charmante d'autrefois, qui est en train de se perdre malheureusement, sauf dans les petites villes et les villages écartés d'Espagne. Telles étaient les scènes qui me retenaient des heures durant au cours de mes promenades parmi les patios et les balcons du château, où j'éprouvais un mélange délicieux de rêverie et d'impression qui, dans le sud, supprime la sensation du temps. Il faisait presque jour lorsque je regagnai mon lit, où je m'endormais au son berceur du jet d'eau de l'Indaraya. Les habitants de l'Alhambra. J'ai souvent observé que plus les hôtes d'une demeure ont été superbes au temps de sa splendeur, plus ils sont humbles au temps de sa décadence, et que le palais du roi finit fréquemment par devenir le gîte du mendiant. À l'Alhambra, la transition s'effectue de la même façon. Dès qu'une tour tombe en ruine, elle devient la proie d'une famille de gueux qui occupent en compagnie des chauves-souris et des chouettes ces salles dorées et qui accrochent leurs haillons, ces drapeaux de la misère, à ses fenêtres et à ses meurtrières. Je me suis amusée à observer quelques-uns de ces personnages pittoresques qui ont ainsi usurpé l'ancienne résidence des rois et y semblent placés exprès pour donner une conclusion burlesque au drame de la fierté humaine. L'un d'eux porte même pour rire un titre royal. C'est une petite vieille, Maria Antonia Sabonea, qui porte le surnom de Reina Coquina, la reine coquille. Elle est petite comme une fée
et pourrait bien l'être, car nul ne connaît son origine. Elle a élu pour domicile une espèce de recoin sous l'escalier extérieur, et assise dans la fraîcheur du couloir, on la voit tirer l'aiguille et chanter du matin au soir, et toujours le mot pour rire. Car si elle est une des plus pauvres, elle est également une des plus joyeuses petites vieilles qui ait jamais existé. Son grand mérite est de savoir compter, et là j'en suis convaincue, autant d'histoires dans son sac que l'inépuisable Scheherazade des mille et une nuits. Je lui ai entendu dire quelques-unes aux tertulias de tia Antonia auxquelles elle participe avec toute l'humilité requise. Il faut bien que cette mystérieuse petite vieille détienne un pouvoir magique, car elle a eu la chance extraordinaire, minuscule, laide et misérable comme elle est, d'avoir eu, si on l'en croit, 5 maris et demi, comptant pour un demi un jeune dragon qui mourut au temps où il la courtisait. On pourrait lui donner comme pendant un vieillard corpulent, au nez et en pied de marmite, qui arbore un accoutrement couleur rouille, un tricorne verni et une cocarde rouge. Fils légitime de l'Alhambra, lui aussi il a passé toute sa vie dans divers emplois. Alguacil en second, sacristain à l'église paroissiale et marqueur d'un jeu de pelote installé au pied de l'une des tours, pauvre comme Job mais fier comme Artaban, il se vante de descendre de l'illustre maison d'Aguilar, d'où sortit Gonzalo Fernandez de Cordoba, le grand capitaine. Il porte le nom d'Alonso de Aguilar, si célèbre dans l'histoire de la Reconquête, mais les mauvais plaisants de la forteresse l'ont baptisé El Padre Santo, le Saint-Père, titre que je croyais trop sacré aux yeux d'un vrai catholique pour servir à une plaisanterie. Quel caprice de la fortune que de présenter le descendant du fier Alonso de Aguilar, le miroir de la chevalerie andalouse, dans la personne grotesque de ce va-nu-pied qui mène une vie de mendiant, ou presque dans la forteresse même que son ancêtre contribua à reconquérir. Mais tel aurait pu être le sort des descendants d'Agamemnon et d'Achille s'ils étaient demeurés sur les ruines de Troie. Dans cette communauté bariolée, la famille de mon Locas Mateo Jiménez forme une part non négligeable, ne serait-ce que par le nombre. Quant à la prétention de mon écuyer d'être un fils de l'Alhambra, elle n'est pas dénuée de fondement. Sa famille a habité la forteresse depuis le temps de la conquête et s'est transmise de père en fils. Une invariable pauvreté, on n'a jamais su qu'aucun d'eux ait possédé le moindre maravedi. Son père, qui a succédé au petit tailleur légendaire comme chef de famille et qui exerce la profession de tisseur de rubans, a maintenant près de 70 ans et vit dans une cabine de roseaux et de plâtre qu'il a bâtie de ses mains, juste au-dessus de la porte du fer. Les meubles se limitent à un lit disloqué, une table, 2 ou 3 chaises et un bahut de bois contenant son linge et les archives de la famille, c'est-à-dire des papiers relatifs à de vieux procès qu'il ne sait pas lire. Mais la gloire de la cabane, c'est un blason aux armes de la famille, brillamment colorié et suspendu, encadré au mur. Il indique nettement par ses quartiers les diverses familles nobles auxquelles cette nichée d'affamés se prétend alliée. Quant à Matteo, il a fait de son mieux pour perpétuer sa descendance. Il a une femme et une nombreuse progéniture qui vivent au village dans une baraque délabrée. Comment ils font pour subsister? Dieu seul, qui pénètre tous les mystères, peut le dire. La vie d'une famille espagnole de cette espèce est pour moi une énigme. Et pourtant on subsiste et, qui mieux est, on montre du plaisir à vivre. La femme du Matteo ne manque jamais de descendre le dimanche au Paseo des Colonnades avec un enfant au bras et une ribambelle à ses trousses. Et la fille aînée, c'est déjà une jeune fille, se met des fleurs dans les cheveux et danse gaiement au son des castagnettes. Ici, il y a 2 classes de gens pour lesquelles la vie n'est qu'un long dimanche, les très riches et les très pauvres. Les premiers parce qu'ils n'ont besoin de rien faire, les seconds parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais personne ne s'entend mieux à l'art de ne rien faire et à vivre de rien qu'un Espagnol pauvre. Le climat y est pour une part, le tempérament pour une autre. Donner à l'Espagnol de l'ombre l'été, du soleil l'hiver, un bout de pain, de l'ail, de l'huile, des garbanzos ou pois chiches. Ici, il y a 2 classes de gens pour lesquelles la vie n'est qu'un long dimanche, les très riches et les très pauvres. Les premiers parce qu'ils n'ont besoin de rien faire, les seconds parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais personne ne s'entend mieux à l'art de ne rien faire et à vivre de rien qu'un Espagnol pauvre. Le climat y est pour une part, le tempérament pour une autre. Donner à un Espagnol de l'ombre, l'été, du soleil, l'hiver, un bout de pain, de l'ail, de l'huile, des garbanzos ou pois chiches, une vieille cape brune et une guitare. Que lui importe alors le monde? La pauvreté, pour lui, ce n'est pas un déshonneur. Il s'en drape fièrement, comme de sa cape en guenilles. Il reste hidalgo, même en haillons. Les fils de l'Alhambra sont une remarquable illustration de cette philosophie pratique. De même que les morts s'imaginaient que le paradis céleste coïncidait avec ces lieux privilégiés, j'incline à croire parfois que l'âge d'or s'attarde encore parmi cette communauté des guenillés.
Ils ne possèdent rien, ne font rien, ne se soucient de rien. Oisifs, toute la semaine, ils observent tous les jours fériés aussi scrupuleusement que l'artisan le plus laborieux. Ils sont de toutes les fêtes, de toutes les danses de Grenade et des environs, allument des feux de joie sur la colline à la Saint-Jean, et dernièrement, je les ai vus danser toute la nuit au clair de lune, sur un petit champ enclos dans la forteresse, en l'honneur d'une moisson qui a bien rapporté quelques boisseaux de blé. Avant d'en finir avec ces observations, je voudrais mentionner un divertissement typique qui m'a beaucoup frappé. J'avais déjà observé un grand escogriffe perché au sommet d'une des tours, tout occupé apparemment à manœuvrer une ou deux cannes à pêche, comme s'il voulait attraper les étoiles. Les évolutions de ce pêcheur céleste m'intriguèrent passablement. Ma curiosité redoubla lorsque j'en remarquai d'autres tout pareillement occupés en différents points des remparts et des bastions. Je m'en ouvris à Mateo Jiménez qui me donna la clé du mystère. Il semble que l'atmosphère pure et aérienne de la forteresse y favorise, comme dans le manoir de Macbeth, le foisonnement des hirondelles et des martinets qui évoluent au-dessus de ces tours avec la jubilation d'une marmaille qu'on vient de lâcher de l'école. Attraper ces oiseaux au milieu de leur étourdissant tournoiement, voilà l'amusement favori des fils de l'Alhambra. Angueni, qui, avec l'infaillible ingéniosité des fainéants fieffés, ont inventé l'art de pêcher dans le ciel. La cour des lions. Le charme particulier de ce vieux palais de rêve est son pouvoir de faire naître dans l'esprit de vagues rêveries et des images du passé qui revêtent les faits abstraits des illusions de la mémoire et de l'imagination. Comme j'adore me mouvoir parmi ces vaines ombres, je recherche volontiers les endroits de l'Alhambra qui se prêtent le plus à ces fantasmagories de l'esprit, et aucun d'eux ne le fait autant que la cour des lions et les salles qui l'entourent. Ici, la main du temps s'est posée la plus légère et les vestiges de l'élégance et de la splendeur mauresque y éclatent dans leur fraîcheur quasi originelle. Les tremblements de terre ont secoué les fondements de l'édifice et crevassé ses tours les plus massives. Mais voyez, pas une de ces sveltes colonnes ne s'est déplacée, pas un arc de sa légère et fragile colonnade n'a cédé, et toute la dentelle féerique de ces dômes, apparemment aussi irréelle que les fantaisies de cristal d'un matin de gelée, subsiste après tant de siècles, aussi neuve que si elle sortait de la main de l'artiste musulman. J'écris ces lignes parmi tous ces témoins du passé, à la fraîcheur du petit matin, dans la salle fatidique des abencerrages. J'ai devant moi la fontaine sanglante qui rappelle leur massacre. Son hardi jet d'eau lance sa poussière humide jusque sur mon papier. Comme il est difficile de concilier cette vieille légende de violence et de sang avec la douceur et la paix de ce cadre. Tout y semble fait pour inspirer des sentiments heureux et tendres. Car tout y est délicat et charmant. La lumière même s'y répand discrètement, en passant par la lanterne d'une coupole teinte et ciselée comme par des mains de fée. Par le grand arc sculpté de la porte, j'aperçois la cour des lions qui brille de toute sa colonnade ensoleillée, et de ses fontaines étincelantes. L'agile hirondelle plonge dans la cour avant de s'élancer en gazouillant au-dessus des toits. L'abeille laborieuse butine parmi les massifs de fleurs, des papillons de couleur folâtre, çà et là, et se poursuivent au soleil. Il n'est guère besoin de forcer son imagination pour se représenter quelque belle sultane pensive, en train d'errer dans cette retraite secrète du raffinement oriental. Mais qui voudrait contempler ces lieux sous un aspect plus en rapport avec leur fortune, n'aurait qu'à les visiter lorsque les ombres du soir éteignent la splendeur de la cour et répandent leur obscurité dans les salles avoisinantes. Rien alors ne peut être plus sereinement mélancolique ou plus en harmonie avec la légende de leur grandeur évanouie. C'est alors que j'aime à rêver dans la salle de la justice dont les profondes arcades pleines d'ombre s'étendent à l'extrémité supérieure du patio. C'est là que fut célébrée, en présence de Ferdinand, d'Isabelle et de leur cour triomphante, une grand-messe solennelle à l'occasion de la prise de l'Alhambra. On voit encore la croix sur le mur près duquel l'autel fut érigé et où officiait le grand cardinal d'Espagne, assisté des plus hauts dignitaires du pays. Je n'imagine la scène, la salle emplie par les soldats vainqueurs, les prélats mitres et les moines à la tête rasée, les chevaliers bardés d'acier et les courtisans vêtus de soie, les croix, les crosses, les étendards religieux mêlés aux pénoms armoriés et aux bannières des grandes d'Espagne, brandis triomphalement dans ces salles mauresques. Je m'imagine Colomb qui allait découvrir un monde modestement retiré dans un coin, humble spectateur de la cérémonie. Je vois en imagination les rois catholiques agenouillés devant l'autel et remerciant Dieu de leur triomphe, tandis que les voûtes retentissent du son des mélodies sacrées et du grave de Théodome. Mais voici que s'évanouit la fugace illusion, le pompeux spectacle s'efface, monarques, prêtres, guerriers,
retombent dans l'oubli avec les pauvres musulmans dont ils ont triomphé. La salle de leur victoire est désertée et désolée. La chauve-souris tournoie dans ses voûtes crépusculaires et là-bas, sur la tour de Comar, gémit la chouette. Comme j'entrais un soir dans la cour des lions, je tressaillis en y apercevant un mort, en turban, tranquillement assis près de la fontaine. J'eus un instant l'impression qu'une superstition de l'Alhambra venait de se réaliser et qu'un de ses anciens habitants, en rompant le charme des siècles, se manifestait à mes yeux. Il ne s'agissait en réalité que d'un simple mortel. C'était un homme originaire de Tétouan, en Barbarie, qui avait un magasin dans le Zakatine de Grenade où il vendait de la rhubarbe et des bibelots et des parfums. Comme il parlait couramment l'espagnol, je pus m'entretenir avec lui. Il me dit qu'il montait sur la colline de temps en temps l'été pour passer une partie du jour à l'Alhambra, qui lui rappelait les vieux palais de Barbarie, bâtis et décorés dans le même style, quoique d'une façon moins magnifique. Tandis que nous nous promenions dans le palais, il me désignait des inscriptions arabes d'une grande beauté poétique. « Ah, Seigneur, me disait-il, quand les morts tenaient Grenade, ils étaient bien plus gais que de nos jours. Ils ne songeaient qu'à l'amour, à la musique et à la poésie. Ils faisaient des vers à propos de tout et de rien et les mettaient en musique. Celui qui faisait les plus beaux vers et celle qui avait la plus belle voix était sûr d'être distingué et choyé. En ce temps-là, quand quelqu'un demandait du pain, on lui répondait « Fais-moi un couplet !» Et le plus misérable mendiant, s'il savait rimer, recevait souvent une pièce d'or. « Est-ce que le goût de la poésie a tout à fait disparu chez vous ?» lui dis-je. « Nullement, Seigneur. Chez moi, même dans les classes pauvres, on fait toujours des vers, comme autrefois. Mais aujourd'hui, le talent n'est pas aussi bien récompensé. Les riches préfèrent le son de leurs pièces d'or à celui de la poésie et de la musique. » Tandis qu'il parlait, il aperçut une des inscriptions qui prédisait l'éternité au pouvoir et à la gloire des monarques musulmans, maîtres de ce palais. Il secoua la tête et haussa les épaules en la déchiffrant. Cela aurait pu être le cas, disait-il. Les musulmans pourraient encore régner dans l'Alhambra si Boabdil n'avait pas livré sa ville aux chrétiens. Les monarques espagnols n'auraient jamais pu la conquérir par la force. J'essayai de laver la mémoire de l'infortuné Boabdil de cette accusation et de montrer que les dissensions qui entraînèrent la chute du trône des morts résultaient de la cruauté de son père, mais mon interlocuteur n'admettait aucune circonstance atténuante. Moulay Hassan, dit-il, a pu être cruel, mais il était brave, vigilant et patriote. S'il avait été dignement secondé, Grenade serait encore à nous, mais son fils Boabdil a entravé ses plans, amoindri son pouvoir, semé la trahison dans le palais et la dissension dans le camp. Que la malédiction de Dieu le châtie de sa félonie. Et sur ces mots, le mort s'en alla de l'Alhambra. L'indignation de mon compagnon enturbané concorde avec une anecdote que je tiens d'un ami. Celui-ci, au cours d'un voyage en Barbarie, avait eu une entrevue avec le pacha de Tétouan. Le gouverneur mort lui avait posé toutes sortes de questions sur le sol et en particulier sur les régions privilégiées de l'Andalousie, les délices de Grenade et les vestiges du palais royal, et les réponses de mon ami avaient réveillé chez son interlocuteur les souvenirs de la puissance et de la gloire de l'ancien Empire d'Espagne, si chéri des morts. Se tournant vers sa suite, le pacha avait pris sa barbe dans ses mains et s'était répandu en lamentations passionnées, tel un sceptre, gémissait-il, était tombé dans les mains des vrais fidèles. Mais il se consolait à l'idée que le pouvoir et la prospérité de la nation espagnole étaient en décadence et qu'un temps viendrait où les morts recouvraient leur légitime possession. Et le jour n'était peut-être pas si loin où le culte mahométan serait célébré de nouveau dans la mosquée de Cordoue et où un prince mahométan siégerait sur son trône à l'Alhambra. Telle est l'aspiration et la croyance des morts de Barbarie qui considèrent l'Espagne et particulièrement l'Andalousie comme leur héritage légitime dont ils ont été dépouillés par la traîtrise et la violence. Ces idées sont toujours entretenues chez les descendants des exilés de Grenade, dispersés dans les villes de Barbarie. Beaucoup d'entre eux résident à Tétouan, ils conservent leurs anciens noms tels que Paez et Médina et s'abstiennent de toute alliance avec des familles qui ne peuvent prétendre à une aussi haute origine. Le peuple les entoure d'un respect que les communautés musulmanes témoignent rarement à la naissance, sauf quand il s'agit du sang royal. Et ces familles, dit-on, continuent à soupirer après le paradis terrestre de leurs ancêtres. Elles font des prières le vendredi pour implorer Allah de hâter le moment où Grenade sera rendue aux vrais croyants. Elles désirent cet événement avec autant d'ardeur et de la confiance que les croisés désiraient la délivrance du Saint-Sépulcre. On ajoute même que certaines d'entre elles conservent les chartes et les titres des biens et des jardins de leurs ancêtres et jusqu'aux clés des maisons comme preuve de la légitimité de leur héritage à produire au jour de la Restauration. La cour des lions a également sa part de légendes surnaturelles. J'ai déjà cité la croyance selon laquelle des murmures et des bruits de chaînes
serait produit la nuit par les esprits des Abencerrages assassinés. Mateo Jiménez raconta un soir à l'une des réunions de Tia Antonia un fait qui était survenu du vivant de son grand-père, le petit tailleur légendaire. Il y avait un soldat invalide dont la fonction était de guider les étrangers dans l'Alhambra. Un soir, au moment du crépuscule, comme il traversait la cour des lions, il entendit résonner des pas dans la salle des Abencerrages. Quelques visiteurs s'y attardent, pensa-t-il, et il s'avança à sa rencontre lorsque, tout à coup, à sa stupéfaction, il aperçut 4 morts richement habillés, avec des cuirasses d'argent et des cimetères et des poignards, tout luisants de pierres précieuses. Ils allaient et venaient d'un pas solennel, puis s'arrêtant, ils lui firent signe d'approcher. Le vieux soldat prit la fuite, et depuis on n'a jamais pu le décider à remettre les pieds à l'Alhambra. C'est ainsi que, parfois, on tourne le dos à la fortune, car, selon Matteo, les morts avaient l'intention de révéler l'endroit où leur trésor était enseveli. Mais le vieux soldat eut un successeur plus malin. Il arriva pauvre à l'Alhambra, mais au bout de l'année, il s'en alla à Malaga, où il acheta maison et équipage et où il est encore un des hommes les plus vieux et les plus riches de la ville, pour avoir découvert, bien entendu, le trésor secret des soldats fantômes, conclut Matteo.